Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 4 novembre 2020, bienvenue à cette session d'information de la mi-journée. L'entrepreneuriat des jeunes est un secteur en floraison pour booster la croissance économique au Bénin. À suivre dans ce journal, un reportage sur le sujet. La transhumance, au-delà de la simple activité d'élevage, est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts, la sédentarisation. On parlera aussi dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nez et qui peut aboutir à la cécité. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique, eh bien, de nombreux jeunes en fin de formation s'orientent de plus en plus vers ce secteur. Mais quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans cet élément. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. La transhumance, madame, monsieur, eh bien, c'est un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonougbo
agronome, nous en parle au micro de Olivier Aklakou et Amandine Agnamboussou. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. On parle santé oculaire à présent. Parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossémédé et Louis Koudogbo pour les précisions. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tous symptômes, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement.
La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nez entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nez. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nez, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tous symptômes, reste l'idéal. Un tour à l'international, nous mettons le cap sur le Gabon où est née une initiative à la suite du Forum national jeunesse et emploi. Il s'agit du projet Agro-Freedom lancé par de jeunes Gabonais qui ont choisi de s'investir dans l'agro-pastoral. Le reportage à suivre nous donne plus de détails. Le projet Agro-Freedom, lancé par des jeunes Gabonais à l'issue du Forum national jeunesse et emploi vert, prend forme avec notamment la présentation de ce site pilote qui a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires dont l'Union européenne, la FAO Gabon et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour ces jeunes qui essaient de faire dans l'agroalimentaire, je crois que c'est une bonne chose pour éviter l'oisiveté aux jeunes. Ça nous permet de tirer des leçons et donc d'avoir des enseignements. Et aujourd'hui, on peut donc voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché afin de pouvoir l'amplifier, le dupliquer ailleurs. Donc je tiens à encourager et féliciter ces jeunes pour cette initiative. Sur ce site, on trouve plusieurs cultures variées 100% bio. Pour aller plus loin, les initiateurs de ce concept sollicitent l'appui des autorités. Nous avons fait le tour et nous avons constaté que sur le site pilote, il y a une variété de spéculations qui sont conduites. Ce qui permet déjà d'avoir des bonnes estimations, des bonnes statistiques sur l'expérimentation. La terre gabonaise, elle est riche, elle est vraiment riche et que chacun d'entre nous peut exploiter cette richesse pour en faire de l'argent. Nous lançons ici aujourd'hui un appel parce que ce que nous avons pu faire a nécessité effectivement notre engagement personnel avec nos fonds propres. Mais aujourd'hui, ce n'est que la phase pilote. Nous ne voulons pas nous limiter à la phase pilote. L'objectif recherché autour de ce projet est d'amener la jeunesse gabonaise à créer des activités génératrices des revenus afin qu'elle soit autonome. Autre information à l'international, Madame, Monsieur, lentement mais sûrement, la Côte d'Ivoire devient un grand producteur d'or en Afrique. Il y a quelques années encore, en 2010, le pays ne produisait qu'à peine 5,2 tonnes d'or, un volume qui augmente à 12 tonnes en 2011. Depuis, la production aurifère ivoirienne n'a cessé de grimper d'année en année. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a passé la barre des 30 tonnes d'or de production industrielle, plus de 32 tonnes en 2019, d'après les chiffres officiels. Et cette croissance s'est évidemment répercutée sur les finances. Autant de belles performances que les autorités ivoiriennes attribuent notamment à l'accroissement de la capacité de production du complexe minier Ity, Dappleux, situé dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, au renforcement des mesures de contrôle des exploitations minières ainsi qu'à la répression de l'orpaillage illicite. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez le suivre en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Excellent après-midi à chacun et à tous.